peut-être me présenter en attendant les slides. Donc, je m'appelle Olivier Scoat. J'ai travaillé 15 ans dans le multimédia et j'ai travaillé pour un certain nombre de grands groupes. Alors, Pierre en a cité quelques-uns. J'ai travaillé pour Vivendi Universal, j'ai travaillé pour Orange, j'ai travaillé pour Apple. Plus récemment, j'ai travaillé pour MySpace, qui fait partie du conglomérat News Corp. Alors, ce qui est intéressant sur ces grands groupes, c'est qu'ils ont eu, et ils ont toujours, pour la plupart d'entre eux, une stratégie de croissance par l'innovation. Et c'était des stratégies très, très ambitieuses. Donc, c'est donc d'innovation dont je vais vous parler aujourd'hui. Ouais. Donc, je vais vous parler d'innovation à travers un retour d'expérience qui est le mien. Et j'ai été placé dans un type de poste assez particulier, un petit peu le cul entre deux chaises, entre d'une part les états-majors des grands groupes, d'autre part les cellules de développement. Donc j'ai occupé des postes typiquement de directeur multimédia, j'étais en charge de la commercialisation, aussi des innovations, j'ai dirigé des centres de profit. Donc ça m'a donné une perspective assez intéressante et c'est le son-là que j'aimerais partager avec vous, en toute franchise, en toute transparence. Je m'aperçois que ma présentation sera très différente d'ailleurs de celle qui a précédé, donc ça fera deux points de vue pratiquement radicalement opposés. Et je pense qu'à poser l'un à l'autre, ça sera intéressant. Voilà, c'est ça. Il y a un clic ou pas? Il n'y a pas de clic. Donc ok. Très bien. Ben voilà, donc la première slide, c'est fait. Et je vais le faire un peu à l'américaine. Je vais d'abord vous livrer les conclusions d'abord. Les différentes leçons que j'aimerais que vous reteniez après ces 20 minutes. Alors d'abord, de quoi je parle? Je parle des services Internet, entre guillemets, innovants, qui ont été lancés ou rachetés par des grands groupes de l'ère pré-Internet, c'est-à-dire qui sont arrivés à leur apogée avant l'apparition d'Internet. Donc typiquement, je parle des boîtes de high-tech, des telcos et des groupes médias, qui tous ont été d'ailleurs fortement impactés par l'irruption d'Internet. Donc c'est ces groupes-là dont je parle. Le premier point que j'aimerais faire, c'est d'abord, franchement, un constat d'échec de mon expérience, de ce que j'ai vu, constat d'échec assez total, et dans un silence assourdissant, c'est-à-dire que si vous recherchez sur Internet, toutes ces boîtes qui ont été lancées à grands frais, vous apercevez qu'on en parle très très peu. Deuxièmement, pourquoi? Moi, ce que je vais mettre en cause, c'est une exécution médiocre. C'est assez trivial, mais c'est l'exécution que je vais mettre en cause, tout simplement. Pourquoi? Là, je mets en accusation le CEO et plus largement l'état-major des grands groupes. Et je mets en cause un certain style de management hérité des années 80-90. J'y reviendrai plus tard. Et enfin, je vous parlerai un petit peu de Web 2.0, qui est pour moi plus autre chose qu'une révolution. Hein. C'est vraiment un retour aux sources. Je pense qu'on va revoir le CEO que j'appelle artisan, c'est-à-dire le CEO opérationnel, le CEO qui prend des décisions, le CEO qui met le groupe sur des rails et qui contrôle dans le détail l'exécution. Alors d'abord l'innovation, on en parle, hein, tous les chefs d'entreprise, tout ce qui porte trois lettres, les CEO, les CFO, les CIO, les CEO, ils vous parlent d'innovation dans les médias tout le temps. L'innovation c'est important, l'innovation c'est critique, l'innovation est une priorité stratégique, et l'innovation en particulier en temps de crise est forcément quelque chose qu'on doit mettre au devant des objectifs de l'entreprise. Alors voilà, mon postulat de départ, c'est celui-ci, qui pourrait être discuté bien évidemment, mais c'est de dire, voilà, moi, qui suis dans ce domaine-là depuis un certain temps, si je fais la somme des services dits innovants lancés par des grandes entreprises, alors B2C principalement, dans les secteurs que j'ai mentionnés, si on fait la somme de 99 à 2010, on a quoi? On a véritablement un cimetière de services qui n'existent plus, qui pour certains sont maintenus sous perfusion. Et donc, on a quelque part une énorme déception dont personne ne parle, ou très peu de personnes ne parlent. Alors, évidemment, on me posera la question de dire, ok, c'est très générique, de quoi tu parles? De qui tu parles? Alors, le but, c'est absolument pas de mettre en cause telle ou telle société, puisque pour moi, c'est un naufrage collectif. Enfin, afin d'illustrer, j'ai mis un certain nombre de logos ici. Alors, il y en a des évidents hein, qui remontent à assez longtemps maintenant, vis-à-vis, dont là, pour le coup, on a pas mal parlé. Mais il y a d'autres sociétés comme Napster, comme Go.com de Disney, par exemple.
Et là, collectivement, rien que là-dessus, on a probablement 1 milliard d'euros qui a été investi pour développer ces trucs-là. Et on a Engage, donc on a pas mal de grosses boîtes qui, aujourd'hui, ont lancé des choses et se sont plantées. Par contre, quand on demande aux gens dans la rue de dire c'est quoi les services Internet innovants sur les 15 dernières années, ils vont citer, entre guillemets, que des barbares, c'est-à-dire les nouveaux entrants, les Google, les Amazon, les eBay, les Facebook, et à une certaine époque, MySpace. Donc ça, c'est quand même un constat assez intéressant, finalement, mais bon, qui ne fait pas forcément plaisir en même temps pour tous ceux qui ont pu participer à certaines de ces aventures ou qui travaillent dans des grands groupes. Alors, il y a un autre exemple, il y a un rapport de Morgan Stanley, il y a un mois, qui parle des incumbents, donc pas des nouveaux entrants, mais des gens préexistants. Ils disent, voilà, il y a vraiment une recrudescence d'innovation. Mais qui voit-on? On voit essentiellement des acteurs du web, donc ces nouveaux barbares, à l'exception d'Apple, et dans une moindre mesure Nintendo, Sony et Microsoft. Donc même les incumbents qui innovent, ce sont des acteurs de l'Internet. Alors pourquoi? C'est ça la question intéressante. Alors, quand on regarde les maigres articles dans la presse qui traitent de ce sujet-là, on voit souvent que c'est la stratégie qui est mise en cause. On n'a pas eu la bonne stratégie, on n'a pas eu les bonnes idées, ou on ne les a pas eues au bon moment. L'organisation est mauvaise, et là, on a pu l'évoquer tout à l'heure avec la présentation précédente. On ne travaille pas en réseau, il y a des choses à changer. Ou alors, on n'a quasiment pas fait assez d'efforts. Moi, je crois que la réponse fondamentale, même si certains de ces critères sont évidemment pertinents, moi, de ce que j'ai vécu, le problème est absolument trivial, il est implacable, il est hyper simple, en fait, à observer en tout cas, c'est l'exécution qui est la clé et le nœud du problème. Alors, pour moi, le succès, il vient bien plus qu'une bonne idée, il vient d'une exécution réussie, dans le détail. Et ce que j'ai observé, je vous donnerai un exemple après, c'est quand on regarde, on lit un communiqué de presse qui lance un nouveau service révolutionnaire, évidemment, et on va le voir, on va l'essayer, tout simplement, comme un consommateur lambda. Et souvent, le basique ne fonctionne pas. C'est-à-dire que souvent, le service, il ne tourne pas bien. Il marche une fois sur deux. La page met beaucoup de temps à se charger, etc., etc. Deuxièmement, au niveau des détails, que le consommateur, lui, remarque, et pour lui, ce n'est pas forcément des détails, mais au niveau des détails, c'est souvent assez peu maîtrisé. J'ai l'exemple, par exemple, d'un service de téléchargement de musique, alors il y a fort longtemps, qu'on a lancé sans donner la possibilité de graver le CD de musique qu'on avait pourtant acheté. Donc on ne pouvait écouter les morceaux que sur son ordinateur. Ça paraît un peu aberrant, mais la vérité c'est que ce niveau de détail-là, qui n'en est pas un évidemment, a complètement échappé à l'état-major et qu'ils ont lancé ça sans se préoccuper ne serait-ce que de cette partie de l'expérience client qui est pourtant fondamentale. Ce qui pêche aussi dans les grands groupes, c'est les itérations. On passe énormément d'énergie à lancer un truc. Le jour où c'est lancé, par contre, on ne le retravaille pas derrière, forcément, très vite. Or, on sait tous que sur Internet, c'est l'itération, et c'est le test, et c'est la répétition, l'amélioration séquentielle qui fait qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Et dernière chose, business, là, pour le coup, c'est le dessous des deals. J'ai souvenir aussi le détail des deals. Il ne suffit pas de signer un deal, par exemple, quand on lance un service de contenu, et on signe un deal avec des studios, il faut vraiment rentrer dans le détail. Et il y a un service de téléchargement, pas de téléchargement, de location de films, il y a quelques années à Los Angeles. On avait le catalogue de tous les studios, sauf que l'état-major n'avait pas prévu de définir exactement quel catalogue. Donc on s'est retrouvé le jour du lancement avec 200 titres. Donc, absolument catastrophique, 200 titres, et en plus, ce n'était pas des blockbusters, c'était tous les nanars qui nous avaient refilés. Pourquoi? Parce que les détails du deal n'avaient pas été négociés et finalement les équipes en dessous ont été obligés de les négocier. Ils se sont fait évidemment avoir, entre guillemets, et ça a amené une vraie catastrophe. Donc je reprends I Love Pixel, c'est le design pixel par pixel cher à Apple, qui à mon avis est une des clés de réussite et une des clés malheureusement de l'échec de la plupart des initiatives Internet que j'ai pu observer. Alors je vais vous donner un exemple. Alors, de nouveau, il ne s'agit pas de mettre en cause telle ou telle société. Ça, c'est la page de téléchargement de Ovi en 2009, lorsque ça a été lancé. Service lancé par Nokia, qui devait faire, et qui existe toujours d'ailleurs, qui devait faire concurrence au store de Apple. Donc vous avez cette page-là, sur le N95, qui était le produit phare de Nokia à l'époque. Et Ovi, c'est une stratégie vraiment pour le groupe. Une stratégie hyper importante. Alors qu'est-ce qu'on a? Il faut savoir que l'écran, il s'arrête là.
Donc déjà, on a ça qui prend la moitié, qui est assez inutile, avec un long menu, pas forcément bien organisé. On a Star Trek Nokia, ce qui est hyper bizarre. En fait, c'est Nokia, évidemment, tout le monde l'aura compris, mais déjà, on a un sentiment sur un niveau de détail comme ça que c'est un peu bizarre et que c'est un peu amateur. On a Ringtones in Cinemas Now, ça veut dire des sonneries dans les cinémas, ça veut rien dire. On l'a au pluriel. Au pluriel, on va télécharger une sonnerie ou plusieurs, une seule en fait, donc il y a une autre erreur ici. On pourrait croire qu'on va télécharger la musique de Star Trek. En fait, je télécharge la musique du placement produit de Star Trek dans le film. On pourrait croire que si c'est mis en avant, c'est qu'il y a un rating fabuleux, il n'y a rien, etc., etc. Donc je ne vais pas continuer, mais on voit bien ici qu'il y a un vrai problème fondamental d'exécution, de base, qui ne pourrait pas échapper à qui que ce soit s'il passe 3 secondes ou 10 secondes sur cette page-là. Donc la question, c'est de se dire, a-t-on passé du temps à regarder ça? Qui a contrôlé le truc? Alors pourquoi on a ce genre de situation? Alors souvent, on va mettre en cause la qualité des équipes de développement. Ça a été mal exécuté, ils ont mal fait leur truc. Ou alors, de nouveau, on met en cause un process qui n'a pas été bien maîtrisé ou qui est trop hérité de modèles anciens, etc., etc. Moi, de mon expérience, de nouveau, c'est pas mon expérience. Celui qui est en faute, c'est le CEO. Et à travers lui, son état-major. Mais pour essayer de faire cette démonstration, je vais utiliser une grille d'analyse qui a été créée par Henri Mintzberg, qui a écrit un super bouquin, d'ailleurs, je vous engage à lire, qui s'appelle Managing. Il analyse le manager sur 3 dimensions. 1, l'analyse, c'est-à-dire la capacité à réfléchir avant d'agir, souvent factuellement, en réunissant des données, en se faisant une opinion, et ensuite on exécute. Deuxièmement, l'art, ou l'intuition, c'est la vision, c'est la capacité d'imaginer un futur et de développer une vision pour l'entreprise. Troisièmement, le craft, c'est-à-dire le savoir-faire. C'est vraiment la dimension opérationnelle du manager qui est fondée sur l'expérience. C'est le savoir-faire. Alors, vous l'aurez compris, moi, j'estime que c'est le savoir-faire qui est hyper important. C'est le savoir-faire qui est critique. Ensuite vient la vision. C'est important d'avoir des idées novatrices, des idées qui changent un peu les choses, qui apportent quelque chose. Et en dernier, alors c'est pas inintéressant ni inutile, la science, les business plans, réunir les données en amont, les études de marché, etc. Or, le profil du CEO aujourd'hui, et qui a été formé sur ces 20 dernières années, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un peu monsieur science. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a eu un mouvement où il faut produire des résultats non plus à l'année, non plus au semestre, non plus au trimestre, mais dans les sociétés où je suis passé en dernier, au mois. Donc produire les bons chiffres, c'est hyper important sur des cycles très courts. Et ce qui est hyper important, c'est de parler au marché financier à l'extérieur. Donc le CEO, il va devoir faire ça. Et donc il est très axé sur les chiffres. J'en veux pour preuve que sur les 100 plus grosses boîtes américaines, 40 CEO de ces boîtes ont été des CFO. C'est des gens qui s'occupaient de finance avant. Le patron de Nokia, par exemple, est un ancien financier de Nokia. L'art, la vision, alors là, c'est surtout la capacité pour le CEO à raconter une belle histoire, à faire un beau pitch. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse essentiellement à l'extérieur, aux médias, qui vont eux-mêmes influencer les marchés financiers. Donc l'accent, il est mis là-dessus. Et ce qu'on nous a appris, moi j'ai fait 2 écoles de management, donc je peux vous en parler. On nous a appris en école de management, pour le reste, pour le savoir-faire, surtout déléguer. Apprendre à savoir déléguer. Déléguer, 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 tout, quasiment. Alors comment ça se traduit, tel que je l'ai vécu, moi, dans les services censés développer, commercialiser des services d'innovation? On va passer énormément de temps sur la science. Et ça veut dire quoi? D'abord, pléthore d'études. Pléthore d'études. Tous les 6 mois, il y a une étude qui tombe, qui vous montre c'est qui ce type qui utilise l'Internet? Qui sont ces jeunes? Donc on a des études très importantes et très coûteuses qui sont délivrées, présentées, etc., etc. Aussi, évidemment, ça vient avec pléthore de consultants qui vous aident souvent à accoucher d'une stratégie. Alors, ce n'est pas inintéressant, il y a beaucoup de chiffres, il y a une analyse de la concurrence très très bien faite. Et malheureusement, à l'arrivée, on a souvent une stratégie très macro. Par exemple, on va lancer un service de téléchargement de musique. Et franchement, ça s'arrête là. Et tous les détails qui sont critiques, pourquoi, comment il va être différent, quelle gueule ça va avoir, ça c'est passé sous silence, c'est pour plus tard.
on passe évidemment énormément de temps sur le business plan, qui, par nature, pour en avoir fait des centaines, souvent veulent absolument rien dire, en particulier sur des secteurs qui ne sont pas forcément bien périmétrés ni quantifiés. Et la dernière chose dont je souhaiterais parler, c'est qu'en fait, on passe énormément de temps aussi en termes d'organisation, finalement. Alors le collaboratif, il faudrait le définir un peu plus précisément, mais moi, ce que j'ai observé, en tout cas, c'est qu'il y avait vachement de collaboration, à tel point que je passais 30 à 40% de mon temps en meeting, avec de 10 à 50 à 60 personnes, et puis on parlait, on se mettait au courant de ce qui se passait, on essayait de prendre des décisions, enfin, énormément de collaboration, que j'appellerais réunionnite, mais il y avait beaucoup de collaboration, ce n'était pas le problème. Au niveau de la vision, ce qu'on s'aperçoit, c'est priorité à l'extérieur. Le CEO, il va parler, l'objectif c'est de raconter une belle histoire, parce qu'une belle histoire d'innovation, ça veut dire de la croissance, ça veut dire un stock qui monte. Et on fait beaucoup d'effets d'annonce et des professions de foi. Des effets d'annonce, le nombre de communiqués de presse avec le mot révolutionnaire, le mot absolument novateur, des ambitions démesurées, ça on en a plein, avant même d'avoir fait quoi que ce soit et d'avoir écrit une ligne de code. On a aussi donc, des communiqués de presse qui promettent la révolution. Et on a ces services de com et de marque, alors là, omniprésents, parce que c'est sexy l'innovation. Donc ils veulent absolument parler et ils prennent souvent le pouvoir. Et là, on est très très loin de l'exécution, on est très très loin du produit lui-même, et finalement, on est très très loin du consommateur. Et un dernier exemple assez parlant, c'est qu'on célèbre souvent, avant même d'avoir lancé le produit, le jour où on lance le produit, on fait une grande soirée, je ne sais pas ceux qui se souviennent de la soirée du lancement de Vis-à-vis, qui était absolument pharaonique, mais souvent, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on célèbre avant même d'avoir commencé à avoir un quelconque succès. C'est un peu comme si on avait célébré le départ de l'équipe de France en Afrique du Sud. Ça aurait été un peu dommage. Et le savoir-faire, alors là, s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'aucun détail, quand vous êtes dans une boîte, aucun détail n'est assez important pour retenir l'attention du top management. Moi, on m'a souvent dit, attends, c'est pas du niveau d'au-dessus. Ne l'emmerde pas avec ce genre de problème. Par exemple, sur le fait de voir que ce serait bien que si un consommateur achète un morceau de musique et qu'il le télécharge sur son ordinateur, qu'il puisse le graver. Ben ça, on m'a dit, texto, c'est pas du niveau du top management, c'est pas leur problème, ça. C'est pas de leur niveau. Et là, il y a un vrai problème. L'autre problème, c'est qu'on sait bien que les CEO des entreprises ne sont pas nés avec Internet. On sait bien aussi que la plupart d'entre eux, encore aujourd'hui, font imprimer leur email. Mais c'est franchement pas la science-fiction, l'Internet. C'est pas hyper compliqué en tant qu'utilisateur. Donc c'est quelque chose qu'on peut assez facilement apprivoiser. Et là, je pense qu'il y a un déficit de ne pas passer le temps. À l'époque, on devait visiter des usines pour se rendre compte de ce qui se passait, c'est une chose. Mais là, ils ont un ordinateur devant eux. En 3 clics, ils peuvent voir leur service. Ils peuvent voir cette page d'accueil du service que j'ai montré tout à l'heure de Nokia. Et ils voient tout de suite qu'il y a un problème. Et ensuite, donc, à l'arrivée, c'est des juniors qui vont se retrouver en charge de ces services. Des juniors en charge d'aspects critiques de mise en œuvre. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'après, il y a 2 types. Il y a les jeunes qui, la tête enfle énormément et ils se croient investis d'un pouvoir énorme, et ils n'ont absolument pas les compétences ni l'expérience. Ou d'autre part, on a aussi des équipes qui sont complètement désemparées, parce qu'ils connaissent la réalité des produits et des problèmes derrière. Mais simplement, ils n'ont pas accès à leur management pour faire les arbitrages nécessaires et pour sanctionner aussi les choses qui ne vont pas. Finalement, c'est le respect du calendrier qui est, en termes de mise en œuvre, le plus monitoré, entre guillemets. Et donc, ce n'est pas forcément le plus important. L'important, c'est de respecter le calendrier. Le produit qui sort, c'est bon, on l'appellera bêta de toute façon. Alors, quelques conseils, j'en ai presque terminé. Alors, je m'adresse aux personnes qui ont peut-être été ou qui sont amenées ou qui seront amenées à être comme moi un peu responsables multimédia, innovation, etc. Et je m'adresse indirectement au CEO, je ne sais pas s'il y en a ici, mais bon. Moi, mon premier conseil, c'est avant de prendre le boulot, c'est de rédiger et de faire valider une lettre de mission qui va comprendre quoi, qui va prendre cette stratégie macro qui est livrée, qui est très très générique, qui ne veut en fait absolument rien dire, et pour vous, la détailler le plus possible. Parce que plus vous la détaillez, plus il y a des décisions qui vont devoir être prises. Par exemple, lancer un service de téléchargement de musique avec quel catalogue, combien de titres au départ, etc., etc. Ça implique vachement de choses en termes de négo derrière. Et là, c'est important de le décliner. C'est important de décliner évidemment les arbitrages qu'il va y avoir à rendre et les moyens. Et dernièrement, je recommande de demander à avoir ne serait-ce qu'une heure avec le CEO chaque mois pour lui mettre sous les yeux le produit, les avancements du produit et le forcer à faire les arbitrages nécessaires. Parce que quand on dit une cellule d'innovation, on pèse pas très lourd par rapport aux grosses business units
qui sont responsables de générer le cash. Donc c'est important que le CEO, s'il en fait une priorité, qu'il fasse les arbitrages parfois douloureux. Se focaliser sur des services liés au cœur du business et des besoins clients. Ce qui est marrant avec l'innovation, c'est que souvent on appelle ça initiative. Ce n'est pas un business, c'est une initiative, donc c'est un peu une danseuse. Et souvent, on va aller chercher des territoires connexes. Les telcos, typiquement, on va aller vers les contenus. Or, je crois qu'il serait plus judicieux, en interne, mais aussi en externe, vis-à-vis des clients, de leur proposer des services avec lesquels ils vous associent plus naturellement. Et en interne, c'est utile parce que ça permet aux autres divisions de reconnaître votre utilité publique. Sinon, ils trouvent que c'est une diversion qui coûte très cher. Fixer des objectifs modestes, c'est vrai que beaucoup de groupes qui sont plantés ont eu des ambitions trop importantes, malheureusement. Et je pense ça me semble évident d'ailleurs, mais c'est rarement le cas, malheureusement, de fixer des objectifs modestes, apprendre à marcher avant de courir. Et le dernier truc assez amusant, mais pour moi assez intéressant, c'est les CEO Keynote. J'ai travaillé pour Apple. Vous avez sans doute vu des présentations de Steve Jobs où il présente live ses nouveaux produits en direct. Je peux vous dire qu'il répète énormément et je peux vous dire que ses équipes sont soumises sous une énorme pression parce qu'il n'a pas envie de passer pour un clown quand il présente ses produits. Donc moi j'ai proposé plusieurs fois de dire pourquoi mon CEO ne ferait pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'il ne présente pas le produit? Alors pas forcément au monde entier, mais peut-être au moins aux employés et à la presse. Parce que s'il faisait ça, il serait bien obligé de les regarder, de les tester. Et il se rendrait bien compte que si c'est nul, il n'a pas envie lui-même de passer pour un clown. Donc je pense que ce serait quelque chose de très intéressant. Alors j'ai proposé plusieurs fois, ça n'a jamais été accepté. Je terminerai par le Web 2.0. Donc Web 2.0, Back to the Future. Alors c'est vrai que là je suis un peu en porte-à-faux avec ce qui s'est présenté avant, c'est ça qui est intéressant. Pour moi, le Web 2.0, entre autres, c'est l'émergence du consommateur-acteur, celui qui va donner son avis sur les produits très rapidement. Et finalement, la vérité éclate au grand jour. Et tous les effets de marque et de pub pour vous dire que le produit est génial, etc., ces écrans de fumée, ils ne fonctionnent plus très bien. Et donc, la vérité du produit, est-ce qu'il est bon ou mauvais, elle ressort et elle est partagée très largement, rapidement. Et donc, à l'arrivée, je pense qu'on va avoir une nouvelle focalisation sur le produit lui-même. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Par là même, on va revoir le retour en force des artisans et des opérationnels à la tête et au sein des entreprises. Parce que c'est eux qui sont clés, finalement. Ça ne se délègue pas. Et derrière chaque grande entreprise, il y a souvent une personne. Comme derrière chaque grand film, même si c'est une entreprise collective, il y a un créateur. L'innovation, c'est de la création. Donc il y a un créateur derrière. Et je pense qu'on va revenir à des gens qui savent mettre en œuvre, qui ne sont pas juste des manieurs de chiffres, mais des gens qui savent mettre en place les choses. Un peu comme Henry Ford. Henry Ford, d'ailleurs, n'a pas inventé la voiture ou la ligne de production. Mais voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux produits. Steve Jobs est un autre exemple, Graham Bell et tant d'autres. Je crois qu'on va revenir à ça. C'est d'abord, une innovation, c'est d'abord la création d'un homme. Et enfin, une note positive, c'est que j'espère qu'on va revenir sur un management sur le long terme. Parce que l'innovation, évidemment, c'est de l'itération. C'est une entreprise de longue haleine. Et donc, il faut avoir une vision sur le long terme et s'y tenir, et pas se laisser polluer par des éléments extérieurs de mode en termes de nouvelles technologies. Il faut maintenir le cap, et c'est hyper important. Et ça, je pense que ce sera positif pour tout le monde. Voilà, je vous remercie.